Le but de Dostoïevski, c'est de dénoncer le délire utopique. Topos, le lieu, sans. L'utopie, ce qui est sans lieu, ce qui est nulle part. Quelles sont les caractéristiques générales de l'utopie que Dostoïevski veut critiquer? Première chose, une conception fausse de l'action. Vu que l'utopie n'est pas basée sur des mœurs, l'utopie va être basée sur des réglementations. Et il faut des réglementations, d'application des réglementations. Donc une démultiplication indéfinie des réglementations. Deuxième chose, l'utopie est basée sur une confusion entre la raison théorique et la raison pratique. L'utopie est basée sur l'idée qu'il y a une science de la cité idéale qu'il suffirait d'appliquer à une matière première molle qui s'appelle le peuple. Troisième chose, l'utopie qui se présente comme un plan de paradis va très rapidement se transformer en enfer administratif. Quatrième point, nous connaissons des utopies. Par exemple, dès que nous assistons à un concert de musique, la caractéristique d'un concert, c'est que c'est un temps et un lieu dans lequel le bruit extérieur du monde sont supposés ne pas rentrer. On supporte très mal quelqu'un qui tousse en permanence lors d'un concert. Par contre, cette utopie est exclue en politique. Parce que la politique a affaire à des passions, la politique a affaire à des oppositions, la politique a affaire à des intérêts contradictoires. Et le grand homme politique, c'est celui qui tient compte de cette réalité. Dostoïevski retrouve par là même un problème qui se pose dès le début de la pensée politique, le débat entre Platon, les sophistes et Aristote. Platon construit une utopie. Platon fait table rase du passé et il construit l'Atlantide, l'utopie de l'Atlantide, avec une raison dogmatique qui va s'appliquer à une matière première. Les sophistes, c'est le contraire. Les sophistes considèrent que la politique, c'est simplement un art de parler, de séduire pour saisir les occasions. Le but d'Aristote, c'est de sortir de ce cercle vicieux, Platon, sophiste, en montrant qu'il y a bien un idéal de la sagesse politique, la prudence. Il y a bien un idéal du bien commun. Mais en tenant compte de la psychologie collective d'un peuple, de son histoire, de ses traditions, de ses alliés extérieurs, de ses ennemis extérieurs, et du fait que dans un peuple, il y a toujours des opinions contradictoires qu'il faut chercher à unifier. Donc il ne s'agit pas d'être sans idéal, il ne s'agit pas non plus d'avoir un idéal qu'on oppose au réel, il s'agit de voir comment un idéal se trouve dans le réel. Cinquième point, Dostoïevski veut aussi sortir de ce qu'on appelle la pragmatique des Lumières, c'est-à-dire la façon dont les Lumières considéraient la politique. Pour les Lumières, le prêtre est quelqu'un qui aliène et qui trompe le peuple. Le peuple est trompé par des gens qui introduisent de fausses croyances qui ne sont pas vraiment celles du peuple. Le prêtre est au service des nobles qui exploitent, qui dominent le peuple. Le peuple est donc le troisième personnage, aliéné, dominé, exploité par l'alliance secrète du prêtre et du noble. Et enfin, dernier personnage, l'intellectuel. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui est dans le secret de cette tromperie. Donc l'intellectuel, c'est quelqu'un qui est issu de la caste des nobles, mais qui va trahir, parce que son bon cœur lui dit qu'il faut aider le peuple à se libérer de cette alliance trompeuse du prêtre et du noble. Le but de Dostoïevski, c'est de montrer qu'on ne peut pas tromper un peuple sur son propre esprit collectif. On ne peut pas
amener un peuple à croire à autre chose que ses propres adhésions profondes. Le but de Dostoïevski, c'est aussi de montrer qu'on ne peut pas inventer une religion. On ne peut pas faire croire à un peuple des convictions qu'on ne croirait pas soi-même. Citation de Hegel. Les Lumières sont ici complètement sottes. La croyance les découvre comme un discours qui ne sait pas ce qu'il dit et qui, lorsqu'il parle de tromperie des curés et d'illusion du peuple, ne comprend rien à la chose. Elle parle comme si, par quelque abracadabra de prêtres illusionnistes, la conscience se voyait refiler en guise d'essence quelque chose d'absolument autre et étranger. Donc, thèse de Hegel, thèse de Dostoïevski, qui sur ce point-là sont d'accord, personne n'a jamais inventé une religion en faisant semblant d'y croire soi-même pour tromper le peuple. Et aucun peuple ne s'est mis à croire à une fiction qui lui serait étrangère et greffée de l'extérieur de façon artificielle. Voilà, ça, ce sont les grandes critiques générales contre l'utopie. Si on passe maintenant aux critiques de détail contre l'utopie. Première critique de détail, très souvent, les utopies sont des constructions en chambre faites par des penseurs qui se posent comme fondateurs de théories nouvelles. Ça déjà, c'est très suspect. Quelqu'un qui, dans sa chambre, vous dit « je vais créer un monde nouveau », il faut se méfier. Deuxième critique, les utopies posent que dans les différentes religions, il y a ce qu'on appelle un noyau rationnel et qu'on peut extraire ce noyau rationnel et mettre le reste à la poubelle. Donc, par exemple, le culte de l'être suprême. Très souvent, ça donne de fausses religions complètement artificielles. Troisième critique, et ça c'est la plus importante. Toutes les utopies sont basées sur une certaine conception de la raison. Les utopies sont basées sur l'idée que la raison a des idées. La raison a des boussoles et on peut se guider sur ces boussoles pour construire un monde radicalement rationnel, nouveau, juste. On peut développer la thèse exactement contraire. La raison n'a aucune idée. La raison a simplement une exigence de non-contradiction. Mais il n'est pas du tout contradictoire de croire aux sorcières lorsqu'on vit dans un monde où tout le monde croit aux sorcières. La raison est donc toujours contextuelle. C'est vrai qu'il y a des décisions plus raisonnables que d'autres. Mais la raison, elle fonctionne toujours à partir d'un paradigme qui provient des mœurs. Elle n'a pas de fondement absolu, parce que sinon il faudrait un fondement du fondement. Citation de Pascal. Il faudrait donc avoir une règle. La raison s'offre, mais elle est ployable en tous sens. Et ainsi, il n'y en a point. Autre question posée par Eric Weil. Quand j'ai le choix entre la raison et la déraison, et que je choisis la raison, est-ce que mon choix est raisonnable? Est-ce qu'il faut avoir déjà la raison pour choisir une vie raisonnable? Donc, est-ce que le choix de la raison n'est pas toujours arbitraire? Quatrième critique. Vu que l'utopiste croit dans la raison, et qu'il croit qu'il peut construire un monde rationnel à partir de zéro, il croit dans la rationalité d'un modèle. Ce modèle, c'est liberté, égalité, fraternité universelle. Question. Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre la liberté et l'égalité? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre l'égalité et la fraternité?
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir une humanité unie, sans peuple, sans religion, sans langue, et qui serait constituée comme une sorte de sujet qui se veut lui-même? Il s'agit donc de critiquer l'idée que l'on va créer un homme nouveau, dont le mal serait totalement exclu, qui n'aurait plus de perversité secrète. Et cela grâce à une rééducation, en transformant toute la société en une gigantesque école, qui me permettrait à ce moment-là de définir pour tout le monde ce que c'est que le salutaire. Ce n'est plus chaque individu qui aurait à rechercher son salut, c'est la société mondialisée qui définirait le salutaire. En plus de ça, ce salutaire serait défini par l'administration, et en particulier au sein de l'administration, cette avant-garde bienveillante des bienfaiteurs de l'humanité. Tout ça aboutissant à une unification du genre humain à partir de la table rase. Alors, pour vous donner deux exemples de ce délire utopique, Platon. Lorsqu'on remet la cité à Platon, la première chose qu'il fait, que fait le philosophe roi, c'est de racler toutes les couches de peinture qui se trouvent sur le tableau qu'on lui remet, pour avoir une table vierge, une toile vierge. La société n'est pas amendable, elle est tellement corrompue qu'il faut tout raser pour tout reconstruire. Il va donc y avoir une élite de philosophes rois qui vont régler la totalité du détail de la vie de la cité jusque dans les costumes. Les poètes seront exclus. C'est le philosophe roi qui va dire quelles sont les bonnes musiques et les mauvaises musiques. Donc même la vie privée dans le secret va être organisée par l'instance publique. Enfin, dernière chose, chez Platon, il faut qu'il n'y ait aucune résistance. Le peuple doit être devenu une matière plastique complètement molle que l'on va mouler de l'extérieur. Idée semblable chez Descartes, mais appliquée à l'architecture d'une ville. Descartes regrette que les villes se construisent avec des rues qui tournent en fonction des traditions, en fonction des urgences. Descartes rêve d'une ville qui serait construite avec des rues à angle droit. Ainsi, je m'imaginais que les peuples, qui, ayant été autrefois demi-sauvages et ne s'étant civilisés que peu à peu, n'ont fait leur loi qu'à mesure que l'incommodité des crimes et des querelles les y a contraints, ne sauraient être aussi bien policés que ceux qui, dès le commencement qu'ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelques prudents législateurs.